à l'écoute de Radio Mali, il est 13h. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, plus de 23 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour développer l'élevage et appuyer le pastoralisme afin d'éradiquer la pêche chez les petits ruminants. Batraoré nous fera le point. Les agents de santé des femmes en session de formation pourraient être encore plus opérationnels sur le théâtre des opérations avec en ligne de mire la lutte contre les maladies infectieuses. Aridou Matina a suivi le début de la formation. Hors du Mali en Somalie, l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio a fait 4 morts et plusieurs blessés. Siaka Konaté nous en dira un peu plus. Dans son dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parlera du retard, un phénomène ancré chez certaines personnes en habitude, alors que la ponctualité est un signe de respect. En sport, Fotigui Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane la Coupe du Monde Qatar 2022 et le championnat national de Ligue 1. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 28 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Certains agents de santé des forces armées maliennes assistent à une formation de renforcement des capacités sur certains logiciels dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et les maladies infectieuses. L'initiative vise à mieux outiller le personnel de santé militaire pour lutter efficacement contre la pandémie au sein de l'armée. Les détails, c'est avec Aridou Matina. Ils sont médecins, pharmaciens et infirmiers militaires à prendre part à cette activité sur le remplissage des supports de gestion, la collecte des données et le rapportage. Les agents de santé des femmes à travers ces renforcements de capacités de quelques jours pourront ainsi contribuer efficacement à la lutte contre le VIH-Sida et les maladies infectieuses au sein des forces armées maliennes. Colonel Abouakar Traoré, chef des cellules sectorielles contre le VIH-Sida au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Au niveau des forces armées maliennes, nous avons 9 centres de conseil et de dépistage volontaires qui sont opérationnels à la date d'aujourd'hui. Dans ces 9 centres de conseil et de dépistage, 3 ont été érigés en centres de prise en charge du VIH-Sida. Donc dans tous ces centres-là, on mène des activités de soins, de prévention et de lutte contre le VIH-Sida. Donc ces centres font le rapportage des données mensuellement, trimestriellement et annuellement. Donc de plus en plus avec les nouvelles technologies, le rapportage des données ont besoin d'être renforcé. Avec l'évolution croissante des technologies, il apparaît nécessaire de nos jours de se familiariser avec certains outils pour une meilleure prise de décision dans le cadre de la riposte. Colonel Abouakar Traoré, chef des cellules sectorielles contre le VIH-Sida au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. À l'issue de cet atelier, le personnel sera assez outillé pour pouvoir nous amener des données. Ces données-là sont tellement importantes pour la prise de décision au niveau stratégique. Donc, tous ceux qui sont là comme participants sont dans les centres de conseil de dépistage, ça c'est au niveau opérationnel. Donc, ils vont rapporter des données qui vont être remontées à notre niveau, nous qui sommes au niveau stratégique, pour une meilleure prise de décision face à la lutte contre le VIH-Sida. L'activité est initiée par la MINUSMA à travers son unité VIH-Sida en partenariat avec la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Défense et des Anciens Combattants et la direction centrale des services de santé des armées, DCSA. Près de 23 milliards de francs CFA pour financer les activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et celui de développement de l'élevage au Mali PADEL-M. Les membres du comité de pilotage sont réunis à Bamako en session ordinaire pour valider le plan de travail et le budget destiné à son exécution. Batraouri. Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali PADEL-M et le PRAPS 2, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, ont en commun la promotion de l'élevage au Mali. Après avoir évolué en 2022 dans un contexte difficile suite à la crise sanitaire, les deux programmes entendent se relancer en 2023 à travers plusieurs activités. Moussa Koulibaly, coordinateur du PADEL-M et du PRAPS 2. Dans le cadre de ces deux projets, nous allons quand même poursuivre
avec l'appui à l'éradication de la peste des petits ruminants, mais aussi au contrôle de plusieurs maladies animales prioritaires, mais aussi nous avons envie d'appuyer des stratégies de contrôle des zoonoses masères. Des zoonoses masères, ce sont des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Nous allons appuyer des activités d'amélioration génétique avec l'acquisition des semences, des synchronisants. Nous allons poursuivre avec le transfert des technologies à travers la mise en place des plateformes et l'animation de ces plateformes-là. Et nous allons poursuivre avec le renforcement des capacités non seulement des producteurs mais aussi des services techniques. Pour l'exécution correcte de ce plan de travail pour l'année 2023, les deux projets disposent d'un budget à hauteur de souhait. Youba Ba, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et la pêche. Pour l'année 2023, les budgets prévisionnels du PADEL M et du PRAPS 2 sont arrêtés respectivement à la somme de 12,2 milliards et de 10,7 milliards destinés majoritairement au financement des activités de soutien à l'investissement privé, des études techniques pour la réalisation des infrastructures et d'équipements d'élevage et à l'appui à la campagne nationale de vaccination contre les maladies prioritaires. Le projet régional pour le pastoralisme au Sahel a démarré en 2022 pour 6 années d'exécution. Quant au projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, il est à mi-parcours et devrait prendre fin en 2024. Sur un tout autre sujet, le Grand Grain du Mali à la rencontre des femmes de l'association Benkan de Niamakoro-Kourani. Objectif, outiller ces femmes sur la gestion des entreprises et comment consolider la paix et la cohésion. Le thème de cette journée de rencontre est l'entrepreneuriat féminin au service du développement. Mariam Koulibaly. C'est dans un esprit de rassemblement que les femmes leaders de l'association Benkan de Niamakoro-Kourani reçoivent le Grand Grain. La rencontre qui a regroupé l'ensemble des forces vives du quartier s'est déroulée autour de l'entrepreneuriat féminin. Mohamed Salia Touré, président du Grand Grain. Notre pays est dans une situation, si nous ne faisons pas recours aux compétences des femmes, à l'investissement des femmes, ça va être très compliqué qu'on puisse se frayer un chemin. L'espace meublé par des thés et discussions a permis aux participants à la rencontre d'aborder plusieurs questions en plus des difficultés liées à l'entrepreneuriat féminin. Kone Maïmouna Souleyman Diallo, entrepreneur. Pas seulement se focaliser sur l'État, sur la fonction publique, il peut faire d'autres. Diakité Salimata Sissoko, adjointe à la présidente de l'association Benkan. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le domaine mais qui ne connaissent pas réellement les tenants et les aboutissants du domaine. Comme on l'a si bien souligné ici, les femmes ont d'abord besoin de formation avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En guise de solution à l'une des préoccupations évoquées au cours des échanges, le président du Grand Grain s'est engagé à octroyer une formation sur les règles de l'entrepreneuriat aux femmes de l'association Benkan. 13h08, actualité hors du Mali. En Somalie, l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio a fait hier 4 morts et plusieurs blessés. Elle a été revendiquée par les islamistes Chebab, dont les combattants se sont retranchés dans les locaux de l'établissement. Les forces de sécurité tentaient ce matin de les en déloger, suivant le dossier de Siaka Konati. Fréquenter les hôtels en Somalie est très risqué. Ils sont la cible des attaques des islamistes Chebab, car fréquentés généralement par les membres du gouvernement, les députés somaliens et les responsables des forces étrangères déployées dans les pays. Ainsi, l'hôtel Villa Rose, situé dans la zone centrale sécurisée de Mogadiscio, à proximité du palais présidentiel, a été attaqué hier soir par un groupe de combattants. L'attaque a fait 4 morts et plusieurs blessés, parmi lesquels des membres du gouvernement selon des sources sécuritaires. Ce bilan pourrait s'alourdir puisque des coups de feu ont été encore entendus ce matin. Les forces de sécurité somaliennes tentaient de libérer l'hôtel et d'en finir définitivement avec les combattants qui sont coincés dans une pièce du bâtiment. Cette attaque fait suite à celle de l'hôtel Hayat dans laquelle une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort en août dernier. Elle a été condamnée par la force de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, qui félicite les forces de sécurité somaliennes pour leur réponse rapide afin d'éviter de nouvelles victimes et des dommages matériels. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, élu en mai dernier, a décidé d'engager une guerre totale contre les islamistes radicaux. C'est ainsi que l'armée somalienne,
l'air a repris le contrôle de la province d'Iran et de vastes zones du moyen Chabelle dans le centre du pays. Elle a bénéficié du soutien des clans locaux, de l'ATMIS et des frappes aériennes américaines, mais les Chebab n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils ont en revanche riposté par une série d'attaques sanglantes, soulignant leur capacité à frapper au cœur des villes et des installations militaires somaliennes. Selon l'ONU, au moins 613 civils ont déjà été tués et 948 blessés dans des violences cette année en Somalie, principalement causées par des engins explosifs artisanaux attribués aux Chebab. Il s'agit du bilan le plus élevé depuis 2017, en hausse de plus de 30% par rapport à 2021. Au Togo, au moins une dizaine de militaires ont été tués dans une attaque dans la localité de Tiwoli au nord-est du pays. L'attaque a eu lieu vendredi en plein jour dans cette zone de Tiwoli aux frontières du Burkina Faso et du Bénin. Pour le moment, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Au Kenya, une nouvelle reprise de négociations de paix entre la RDC et les rebelles du mouvement 23 est prévue aujourd'hui sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Le facilitateur de l'EAC pour la paix en République démocratique du Congo, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta et le président burundais également président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, doivent se rencontrer pour définir les contours des discussions pour parler de paix déjà reportées plusieurs fois et qui sont annoncées au 3 décembre prochain. Place à présent à notre dossier de tous les lundis. Il est devenu un comportement partagé par beaucoup de Maliens. Il s'agit du retard au travail, aux cérémonies ou encore au rendez-vous. L'heure convenue n'est jamais respectée dans la plupart des cas. Plusieurs raisons sont invoquées, dont le social et les embouteillages. Pourtant, être ponctuel est un signe de respect, de courtoisie et de sérieux. Et le retard n'est pas sans conséquence pour l'individu qui peut perdre l'estime auprès de ses collaborateurs. Il peut aussi négativement jouer sur le bon fonctionnement du service. Le grand format de ce lundi s'intéresse aux raisons et conséquences du retard. Il est signé Brahma Traoré et Mfali Sidibé. Je suis toujours en retard. La ponctualité ne figure pas dans le vocabulaire de Mariam Kone. Pour cette citoyenne, le retard est devenu plutôt un mode de vie. Bien qu'elle en ait subi une fois les conséquences, cette mauvaise habitude semble avoir la vie dure. Même actuellement, lui et moi, on avait rendez-vous à 9h30. Mais je suis venue à 11h moins. Il y a plusieurs raisons, comme on le dit en Bambara. Cela ne veut pas dire que le rendez-vous n'est pas important, mais toujours il y a des contretemps. Même un jour, quelqu'un m'avait dit, Mariam, j'ai besoin de toi à 11h pile. À 11h pile, je te donnerai cette somme-là. Je suis venue midi 40 passés. Mariam, je t'avais dit que c'est 11h pile, mais je suis venue en retard. Ce jour-là, j'avais besoin de cette somme-là. J'ai perdu la somme comme ça, à cause de faux rendez-vous. Comme on le dit, l'heure c'est l'heure après. Comme Mariam Kone, l'étudiant Yamadou Keita a également payé cash le prix du retard, à cause duquel il n'a pas pu être évalué dans certaines de ses matières, et la conséquence fut immédiate. Une fois à l'examen, j'ai été en retard, le professeur m'a cherché. Et du coup, dans ces matières-là, j'ai eu 0. Souvent, on peut aller dans les baptêmes. Mahaman Kone, lui aussi, n'arrive pas à quitter le cercle des retardataires malgré son statut d'enseignant. Et il ne manque pas d'arguments pour se justifier. Il m'arrive souvent de venir en retard, mais ces retards peuvent être causés par des événements inattendus. Par exemple, souvent, on peut aller dans les baptêmes ou ces événements sociaux. Ça peut nous causer des désagréments au niveau de la direction, parce que souvent quand on vient en retard, le directeur ne peut pas comprendre pourquoi on vient en retard. Il faut souvent donner des explications. Ça peut également poser des désagréments au niveau des élèves. Parce que quand on vient en retard, souvent certains élèves, quand ils voient 15 minutes, 20 minutes, le maître n'est pas en classe, ils peuvent sortir. Dans les lieux du travail, pendant les cérémonies ou encore lors des rendez-vous, l'heure indiquée n'est jamais respectée dans la plupart des cas. La principale raison du retard est éducative, selon Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Ce phénomène, c'est d'abord une question d'éducation. Parce que normalement, tout le monde sait que lorsque on se fixe des règles, lorsqu'il y a un moment bien déterminé pour venir au service, il faut venir à l'heure. Pas dire que c'est la société qui est responsable de ça, c'est vraiment individuel pour un départ. Pas dire qu'il y a un embouteillage. Dans une société où le retard s'érige en règle, la ponctualité devient une denrée rare et du coup, le mal va s'enraciner durablement aux grandes dames des ponctuels. À force de venir en retard, c'est devenu une tradition. Et les gens se donnent le plaisir de manquer le rendez-vous ou bien de venir en retard. Et c'est vraiment déplorable. Et c'est vraiment un constat général. Quand vous demandez à un Malien de venir à 8h30, il va venir à 9h ou à 10h. C'est ce qui fait que, généralement, quand vous interrogez
les anciens, du point de vue sociologique, ils vous diront que ceux qui viennent en retard sont les Maliens, ceux qui viennent à l'heure sont les Soudanais. C'est-à-dire, c'est pour montrer la vieille époque où il y avait la ponctualité, il y avait le respect des textes. Et que quand tu vois quelqu'un à qui on demande de venir à 8h plomb, il vient à 7h ou bien à 7h30, généralement, vous allez trouver que ce sont des anciens qui, effectivement, ont appris à être ponctuels. Je suis toujours en retard. Être ponctuel est perçu comme un signe de respect, de savoir-vivre et une preuve d'exemplarité. De l'avis d'Oumar Senou, magistrat, rien ne saurait justifier le retard chronique de la part d'un responsable. Quand les responsables disent « je suis en retard parce qu'il y a embouteillage », je prends l'exemple de certains chefs de service dans certaines administrations. Le chef de service dit « non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a embouteillage parce que l'embouteillage c'est connu déjà. Vous savez que vous mettez 30 minutes ou bien 1 heure de temps dans l'embouteillage. Vous devrez être là-bas à 7h30 au bureau et donc il faut quitter à 6h. Donc intégrez l'embouteillage dans votre gestion du temps. Vous demandez à un Malien de venir à 8h30. Le retard est un dysfonctionnement aux conséquences multiples. Outre la perte de la valeur et de l'estime auprès de ses collègues ou collaborateurs, il constitue un manque à gagner pour l'administration. Dr Lamine Sandi Aïdara est sociologue. Ceux qui s'adonnent à cela, ils prennent de l'argent qui ne doit pas leur revenir. Franchement, ce n'est pas honnête. Donc, c'est le constat général dans notre pays. Il suffit seulement d'être en circulation pour voir que les Maliens, généralement les travailleurs, ils viennent en retard au même moment et ils descendent avant l'heure au même moment. Ça peut nous causer des désagréments. Pour venir à bout de cet incivisme, les recettes ne manquent pas. Il faut d'abord jouer la carte de la sensibilisation, ensuite appliquer les textes. Une logique dans laquelle s'inscrit parfaitement le sociologue Aïdara. Nous sommes les champions en matière de textes. Nous avons les bonnes solutions, mais l'application laisse à désirer. Moi, je crois qu'il faut, dans un premier temps, sensibiliser aux conséquences du retard pour notre pays, pour nous-mêmes. Ensuite, appliquer les textes, parce que les textes sont là. Et dès qu'on applique les textes, vous allez voir, les gens vont suivre. Vous devrez être là-bas à 7h30. Suivre le bon exemple de ponctualité qui reste un élément clé dans le monde du travail, car celui qui cultive le retard récoltera le mépris et la méfiance. L'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est pas l'heure. Lui, il est toujours à l'heure puisqu'il va nous parler de sport et en sport, l'heure indiquée, c'est toujours le début des événements. Bonjour Foutigui Tunkara. Bonjour Ousmane Dao, bonjour à tous. Une actualité sportive dominée par le football. Tout d'abord, un championnat national, Ligue 1, le derby de la capitale malienne, le classique Joliba Stade a tourné hier à l'avantage des Rouges de Remakono. Absolument, un match en retard comptant pour la 3e journée du championnat national Ligue 1 malienne de football. Hier, au stade Omnisport Modibo Keita, les Djolba a abattu le stade malien de Bamako par le score d'1-0. C'est le premier grand choc de la saison. A donc tourné à l'avantage des Rouges qui signent ainsi leur 3e victoire en autant de matchs. Par contre, les Blancs de Bamako qui connaissent un début de saison difficile restent sur une série de 3 défaites consécutives en championnat. Un match en retard comptant pour la 4e journée mercredi, les Djolba AC affrontera l'USFAS de son côté. Le stade malien de Bamako jouera jeudi contre Yélé Olympique. Ces rencontres sont prévues à 16h au stade Omnisport Modibo Keita. Rendons-nous à présent au Qatar pour parler de la Coupe du Monde. La 2e journée de groupe s'achève aujourd'hui avec les poules G et H. Oui, après une semaine de compétition, la 2e journée des groupes de la Coupe du Monde Qatar 2022 s'achève aujourd'hui avec les poules G et H, comme vous le dites, des poules qui affichent d'ailleurs 4 rencontres au programme aujourd'hui. Déjà dans le groupe G, le Cameroun et la Serbie se sont tenus en échec 3 buts partout. Au bout d'un match plein de rebondissements, les Camerounais qui avaient ouvert les scores se sont fait rattraper et même dépasser 3 buts à 1 pour les Serbes sur du sable mouvant et éventuellement éliminé. Jihari est éventuellement éliminé. Les Lions indomptables qui sentaient le Russie se sont brutalement réveillés pour rétablir la parité 3 buts partout au score final. Partage des points donc entre Camerounais et Serbes qui comptent désormais chacun une unité après leur défaite de la première journée. L'autre rencontre de ce groupe oppose le Brésil à la Suisse à 16h. Dans le groupe H, la Corée du Sud et le Ghana, le match vient donc d'être engagé. On joue pratiquement 17 minutes et le score est de 0-0. Mais en termes de possession des balles, les statistiques montrent 60% pour la Corée du Sud contre 35%. Ça vient de changer immédiatement. 65% contre la Corée du Sud et 35% contre le Ghana.
Voilà, dans l'autre rencontre de ce groupe aussi, ce soir, aux environs donc, de 19h, le Portugal affrontera l'Uruguay. La journée d'hier a été marquée par la deuxième journée des groupes EF et le gros choc Espagne-Allemagne n'a pas connu de vainqueur entre les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Cependant, la sensation fut marocaine puisque les Lions de l'Atlas ont dominé les Diables Rouges de la Belgique par le score de 2-0. Absolument. On va d'abord quand même commencer par le choc du jour pour dire que ce match au sommet de la deuxième journée dans la poule E n'a pas connu de vainqueur. L'Espagne et l'Allemagne ont fait match nul, un but partout. Un partage de points qui ne fait l'affaire de l'un ni de l'autre des deux pays puisqu'ils vont devoir patienter pour la troisième et dernière journée jeudi pour la qualification en huitième de finale. Alors, comment est-ce que cette rencontre a été appréciée par les observateurs? Je vous propose de suivre là-dessus les analyses de Jean-Christophe Konaté. Il s'exprime au micro de Salfi Diakité. Je pense que l'ange a peut-être tué le jeu parce que c'était un match hautement tactique, un match des deux entraîneurs. Belle rencontre, mais nous avons vu une équipe espagnole qui a la possession du jeu, une équipe très jeune, une équipe très technique et une équipe allemande qui est très physique, très vivace, qui attendait, qui sortait rapidement en procédant par les contres. Mais finalement, le match s'est soldé par un but partout. Les deux entraîneurs ont procédé à des changements en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, il était très pauvre en occasion. Nous avons vu seulement un seul tir de l'Espagne que le gardien allemand a dévié sur la transversale. En deuxième mi-temps, le jeu a changé de visage. L'Espagne a ouvert d'abord le score par Morata, un attaquant de pointe de métier. Ensuite, l'entraîneur allemand, ayant compris qu'il lui fallait aussi un attaquant de métier, il a fait rentrer son numéro 9, qui aussi a égalisé. Donc, l'Allemagne reste en vie. C'est la leçon que je tire. L'Allemagne reste en vie, même si l'Espagne n'est pas encore qualifiée. L'Allemagne a certes un point, mais à la dernière journée, elle joue sa survie. Elle peut se qualifier en gagnant face au Costa Rica. Voilà, Ousmane Daou, dans l'autre match de ce groupe E1, le Japon a perdu 1-0 contre le Costa Rica. Dans le groupe F, comme vous le disiez tout à l'heure, le Maroc a battu la Belgique par le score sans appel de 2-0. Avec cette victoire, les Marocains ont réalisé ainsi une très belle opération. Là-dessus, je vous propose de suivre la réaction après match de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. C'est une équipe qui joue ensemble depuis un certain temps. Moi, ça fait que 3 ou 4 mois que je suis avec l'équipe. On a eu l'humilité en première mi-temps de faire le dos rond, d'accepter cette domination, de bien défendre comme une grande équipe et d'attendre son moment. C'est ce qu'on a su faire. Après, en deuxième mi-temps, on est revenu peut-être avec plus d'intention parce qu'on savait que si on restait comme en première mi-temps, on risquait de le payer cher. Les joueurs ont donné beaucoup physiquement et le premier but nous a un peu libérés, même si après on avait décidé de mettre un peu le bus pour garder ce résultat et d'attaquer en contre. Et je suis très content du résultat parce que voilà, 4 points après avoir joué la Croatie et la Belgique, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Maroc. Extraordinaire, d'autant plus que Foutiki Tunkara, le Maroc restait sur 18 matchs en Coupe du Monde sans victoire. La dernière victoire marocaine remontait à la Coupe du Monde France 98. C'est pourquoi la victoire a été célébrée au Maroc comme il le fallait. Alors, on va juste rappeler que dans l'autre match de ce groupe, la Croatie a dominé le Canada par le score de 4-1. Pourtant, ce sont les Canadiens qui avaient ouvert le score. Au classement dans le groupe E1, après des journées, l'Espagne est en tête avec 4 points plus 7, devant le Japon 3 points. Le Costa Rica est troisième avec 3 points moins 6 et l'Allemagne, la grande Allemagne, ferme la marche avec 1 point moins 1 au glavrage. Alors que dans le groupe F, on retrouve en tête la Croatie avec 4 points plus 3, devant le Maroc 4 points plus 2. La Belgique est troisième avec 3 points moins 1 et le Canada déjà éliminé sans le moindre point pour le moment. La troisième et dernière journée des poules jeudi s'annonce décisive dans ces groupes qui prévoient les affiches suivantes. Groupe E, Japon, Espagne et Costa Rica, Allemagne simultanément à 19h. Groupe F, Croatie, Belgique et Canada, Maroc simultanément à 15h. Foutiki Tunkara, merci pour cette page sportive bien remplie à 13h passées de 23 minutes à Dramane et Jean Kai. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Réalisation, Dossier Babadjara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions dans un instant et cet Atangara sera là pour les avis et communiquer. Foutiki me signale que la Corée... Non, le Ghana vient d'ouvrir le score face à la Corée du Sud. Ça veut dire que toujours en live et en direct pour vous permettre de vivre instantanément cette Coupe du Monde. Notez-le bien, Ghana 1, Corée du Sud 0. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.